Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire des Pays-Bas. Alors attention, la Hollande est une province historique de ces Pays-Bas. Et si je l'ai mis en titre, c'est pour ceux d'entre vous qui font la recherche. Histoire de la Hollande sur YouTube. La première culture connue date du néolithique, la culture de Swifterband. L'âge de bronze, quant à lui, voit l'apparition de la culture d'Hilversum, qui nous a légué de belles pièces archéologiques, comme l'épée de Jules de Passe ou encore l'épée d'Omerchance. Les archéologues hollandais ont également mis la main à Vorstengraaf sur ces magnifiques pièces qui datent, elles, de l'âge de fer. Les deux peuples importants qui occupent les Pays-Bas actuels à l'arrivée des Romains sont les Frisons au nord et les Bataves plus au sud. D'ailleurs, cette momie indigène retrouvée dans le nord des Pays-Bas date de l'époque à laquelle les Romains occupaient déjà le sud des Pays-Bas actuels. La fille d'Ide est morte au 1er siècle de notre ère vers l'âge de 16 ans, et cette pauvre fille est morte exécutée, probablement du fait de ses déficiences mentales. C'est donc Jules César qui fait la conquête de cette région pour Rome et qui devient une frontière de l'Empire. Le peuple batave est alors intégré à l'Empire, alors que les Frisons au nord maintiennent leur indépendance, mais deviennent des alliés de Rome. Les Pays-Bas font alors partie de la Germanie inférieure. Évidemment, les Bataves se révoltent, notamment en 70 avec la révolte de Julius Civilis. Le peintre Rembrandt dédiera même une de ses œuvres à cette révolte. Les invasions germaniques voient alors l'arrivée d'un peuple dont l'importance sera considérable. Les Francs, et notamment les Francs saliens, qui font la conquête de l'actuelle France sous Clovis. Il faudra attendre cependant l'année 734 pour que les Frisons ne soient totalement soumis. Donc pour info, Clovis ou encore Dagobert parlaient le vieux francique, qui est l'ancêtre du néerlandais. Charlemagne parlait lui une langue proto-germanique. Il faudra attendre en France Hugues Capet, donc l'an 987, pour qu'un roi des Francs parle le vieux français, que vous ne comprendriez d'ailleurs certainement pas. Et moi non plus. Ah ouais, oui. Non, oui. Pour en revenir à la langue néerlandaise, le premier vrai texte dont nous disposons date du XIe siècle, et franchement, il est émouvant. Je cite. « Tous les oiseaux ont commencé leur nid, sauf toi et moi. Qu'attendons-nous donc ?» Donc évidemment, les Pays-Bas feront partie de l'immense empire de Charlemagne, puis de la Lotharingie, avant que les petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique, ne se partagent cette dernière dans le traité de Meersen. Les futurs France et Allemagne sont donc définitivement séparés, et les Pays-Bas entrent dans l'orbite d'un Saint-Empire romain germanique très décentralisé, où les ducs et comtes néerlandais bénéficieront d'une grande autonomie. Évidemment, comme partout, ces territoires devront faire face au IXe siècle aux raids vikings. Alors attention, on arrive au XIVe siècle, et les Pays-Bas font toujours partie du Saint-Empire. Et je vais devoir faire maintenant de la généalogie. Je sais que c'est un peu chiant, mais si vous voulez comprendre, vous devez absolument suivre. Donc en l'an 1363, notre bon roi de France, Jean le Bon, fait duc de Bourgogne l'un de ses fils, Philippe le Hardi. Et quel est le rapport entre les Pays-Bas et la Bourgogne? Attendez, on y arrive. Donc ce Philippe le Hardi épouse Marguerite III de Flandre, qui apporte donc le Brabant, le Limbourg et les Flandres à ce que j'appelle l'Empire bourguignon. Mais le terme d'État bourguignon serait plus correct. D'ailleurs, cet État va carrément se ranger du côté anglais pendant la guerre de 100 ans. Excusez-moi, duc de Bourgogne, j'ai un problème avec les Anglais. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Tu te démerdes. On a donc 4 ducs de Bourgogne qui vont se succéder et qui vont créer un véritable empire entre la France et le Saint-Empire germanique. Sous Jean sans peur sera utilisée pour la première fois la croix de Bourgogne. Je le dis car c'est important pour la suite. Et c'est sous son fils Philippe le Bon que les Bourguignons livrent Jeanne d'Arc aux Anglais. Ce Philippe le Bon annexera également le comté de Hollande. Donc le dernier de ces ducs est Charles le Téméraire, mais il n'a pas de fils et devient donc duchesse Marie de Bourgogne. Maria, dein Vater, mein Ehemann, ist nicht mehr. Et que se passe-t-il quand une femme hérite de vastes territoires? Évidemment, tout le monde veut l'épouser afin de pouvoir annexer, par mariage, ses terres. Et c'est donc Maximilien de Habsbourg qui rafle la mise, la main. Donc ces États de Bourgogne passent à la maison des Habsbourg, donc à l'Empire germanique. Je rappelle qu'à l'époque, le sentiment nationaliste n'existe pas vraiment. On est loyal à un roi ou à un duc, comme c'est le cas ici des Néerlandais vis-à-vis des ducs de Bourgogne.
Willst du Maria von Burgund, Maximilian von Österreich zu deinem Mann nehmen, bis dass der Tod euch scheidet? Ich will. Mit Gottes Gnade. Et qu'a fait le peuple néerlandais pendant ce temps? Eh bien, gagner des terres sur la mer grâce à leurs célèbres polders, qui sont des étendues artificielles de terre gagnées sur l'eau. Je suis vraiment désolé, mais pour vous permettre de comprendre, je dois continuer avec les arbres généalogiques. Mais après, j'arrête, c'est promis. Je le fais vraiment parce que là, c'est important. Donc on a Maximilien, l'empereur germanique, qui épouse cette Marie de Bourgogne, et ils ont ensemble un fils, qui s'appelle Philippe le Beau. De leur côté, la reine de Castille et le roi d'Aragon, donc les rois catholiques espagnols, ont une fille, Jeanne la Folle. Et notre Philippe le Beau se marie avec cette Jeanne la Folle. Et ils ont ensemble un fils, Charles Quint. Et vous pouvez voir sur cette carte l'incroyable empire de Charles Quint, qui hérite de Maximilien, l'empire germanique, de Marie de Bourgogne, les États bourguignons et donc nos chers Pays-Bas. Il hérite d'Isabelle la catholique, le royaume de Castille et les conquêtes sur le Nouveau Monde. Et finalement de Fernand d'Aragon, l'est de l'Espagne, mais également les possessions italiennes. D'ailleurs, le drapeau de cet empire espagnol sera la croix de Bourgogne. On retrouve cette croix de Bourgogne encore aujourd'hui dans le drapeau de la Floride, par exemple. Donc Charles Quint est souverain sur ces 17 provinces unies qui regroupent les actuels Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France. En fait, Charles Quint est né à Gand, dans les Flandres actuelles, et les habitants des provinces unies sont fidèles à leur souverain. Il aura d'ailleurs comme très proche conseiller Adrien d'Utrecht, qui deviendra le seul pape originaire des Pays-Bas. Pour l'anecdote, Charles Quint, qui régnait à peu près partout, sauf sur la France, est élevé au sein de la cour bourguignonne, dans l'actuelle Belgique, et avait pour langue maternelle le français. Et étant né dans les Flandres, il parle également le néerlandais. À son départ des Pays-Bas vers l'Espagne, il place sa sœur, Marie de Hongrie, comme gouvernante. En 1517, le prêtre Martin Luther placarde ses 95 thèses sur une église de Wittenberg. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet événement est à l'origine d'un véritable cataclysme pour l'Europe. Ce texte est à l'origine de la réforme protestante, donc contre le pape et l'église de Rome. Charles Quint passera son règne à combattre la réforme, et en 1525, le premier protestant luthérien est brûlé vif à La Haye. À la même époque, un prêtre catholique né à Rotterdam, l'humaniste Erasme, voyage à travers l'Europe et prêche la tolérance et la modération. D'ailleurs, le programme d'échange universitaire Erasmus porte son nom en son honneur. We are already from very different countries. You know, I'm Italian, Tobias is German, Lars is Danish, Wendy is English, so that is Espanol. Exténué par sa lutte contre la réforme, Charles Quint abdique. Son fils Philippe II hérite de l'Espagne et de nos provinces unies, alors que son frère Ferdinand hérite du Saint-Empire. Ha sido mi vida un rosario de viajes. Hube de combatir además el brote del hereje en el propio imperio. Mi hijo Felipe, a quien leo las Españas, Flandes, las tierras italianas y las de las Indias. Y el imperio. El imperio quedará en manos de mi hermano Fernando. Alors attention, car contrairement à son père né dans les Flandres, Philippe II ne parle que l'espagnol, est né en Espagne et est un catholique intransigeant. Et ces 17 provinces deviennent vitales pour le trésor espagnol. Donc en plus de la question religieuse, la pression fiscale sera l'une des raisons de la révolte. Problème supplémentaire pour Philippe II, après le luthéranisme, le calvinisme, dont la rupture avec le dogme romain est encore plus dure, se propage dans les 17 provinces à partir de 1550. Philippe II nomme gouvernante et régente des Pays-Bas sa demi-sœur Marguerite de Parme, née dans les Flandres. Le problème pour Marguerite, c'est qu'elle n'arrive pas à apaiser les tensions et éclate en 1566 la révolte des gueux. Oui, elle s'appelle vraiment comme ça, c'est pas une blague. Un gueux! L'intransigeance de Philippe II aboutit même à la furie iconoclaste au cours de laquelle les calvinistes s'en prennent aux représentations des saints dans les églises catholiques. Finalement, Philippe II remplace Marguerite de Parme par le duc d'Albe et ses célèbres tertios espagnols. Ce duc d'Albe mènera une répression sans répit.
il crée un tribunal d'exception, le Conseil du sang, qui exécutera plus de 10 000 personnes. ¿Cuál es exactamente la situación en los Países Bajos? Las noticias son un tanto confusas. Vuestra hermana Margarita habla de revueltas y escaramuzas. Los protestantes están al borde de la rebelión. La Asamblea de Nobles no es más que un grupo de herejes. Mi hermana es demasiado indulgente. Debería aplicar los acuerdos del Concilio de Trento con mano de hierro. Si lo hace, será la guerra. Y si no lo hace, será el desastre. La indecisión mata a un gobernante. Es hora de pacificar nuestras posesiones en los Países Bajos. Tienes carta blanca, querido amigo. Gracias, Majestad. Commence alors la guerre d'indépendance des Provinces-Unies, connue comme la guerre de 80 ans. Et à la tête de cette révolte se trouve Guillaume d'Orange, un disciple d'Erasme attaché à l'idée de tolérance. Alors pour vous donner une idée de l'importance de ce Guillaume d'Orange, l'hymne des Pays-Bas actuels sont en honneur à la maison d'Orange, qui règne toujours aujourd'hui. Maintenant, vous savez pourquoi les Pays-Bas jouent en orange. Et d'ailleurs, pourquoi orange? Car il est aussi prince d'Orange, la petite ville du Vaucluse. Mais bon, je pense que sur ce coup-là, je vais vous épargner l'arbre généalogique. Donc pour en revenir à la guerre, les Néerlandais la commencent par une cuisante défaite contre le duc d'Albe à la bataille de Gemmingen. Malgré sa politique brutale, le duc d'Albe ne parvient pas à éteindre la révolte et est remplacé par Louis de Requesens, plus modéré, mais sa politique de conciliation ne rencontre pas plus de succès. Louis de Requesens décède en 1576 et est remplacé par Juan d'Autriche, Juan de Austria en espagnol, demi-frère de Philippe II et héros de la bataille de Lépante contre les Ottomans. Mais il meurt également et est remplacé par Alexandre Farnèse, fils de Marguerite de Parme. J'en ai parlé il y a 2 minutes. En fait, en 1577 et face aux atrocités de la guerre, notamment le terrible saccage d'Anvers par les troupes espagnoles, les 17 provinces, donc aussi bien les rebelles comme les fidèles à la couronne d'Espagne, se mettent d'accord notamment sur la question religieuse et signent les pacifications de Gand, puis l'Union de Bruxelles. Je rappelle ici que ces 17 provinces des Pays-Bas espagnols sont composées des Pays-Bas actuels, de la Belgique, du Luxembourg et du nord de la France. D'ailleurs, pour l'anecdote, le RC Lens porte les couleurs de l'Espagne en l'honneur de cette période. Celle ne fonctionne pas, et attention car on arrive à quelque chose d'important, quelque chose de très important. En 1579, les provinces catholiques et fidèles à Philippe II d'Espagne signent l'Union d'Arras. En réponse, 7 provinces calvinistes du Nord signent l'Union d'Utrecht. On a donc ici la division des futurs Pays-Bas et de la Belgique. Donc maintenant, quand je parlerai des Pays-Bas espagnols, je ferai uniquement référence à l'actuelle Belgique et au nord de la France. Donc ces 7 provinces du Nord signent ensuite l'acte de La Haye, qui consacre la déchéance de Philippe II d'Espagne. Et après l'éphémère couronnement du duc d'Anjou, frère du roi de France, on assiste à la naissance de la République des 7 provinces unies des Pays-Bas. La plus importante de ces provinces est la Hollande. Et cette république va durer jusqu'à l'invasion de la France révolutionnaire. Et comment fonctionnent ces institutions exactement? En fait, chaque province était extrêmement autonome et envoyait aux États généraux des Pays-Bas des représentants. Et vous me direz, et Guillaume d'Orange dans tout ça? En fait, il est statoudeur, c'est-à-dire lieutenant-protecteur, mais que de 4 provinces, dont celle de la Hollande. Et ces statoudeurs de Hollande sont les chefs militaires de ces provinces unies et deviendront en fait plus ou moins les rois informels.
De toute façon, notre cher Guillaume d'Orange finit assassiné en 1584. Lui succède son fils Maurice de Nassau. Pour l'anecdote, l'actuelle île Maurice porte son nom en son honneur. En fait, ce Maurice s'avéra être un excellent militaire et permettra d'importantes avancées face aux Espagnols. En 1585, l'Angleterre protestante d'Élisabeth Ier s'engage officiellement aux côtés des rebelles, ce qui pousse Philippe II à envoyer sa célèbre Invincible Armada qui coulera au large des côtes anglaises en 1588. This Spanish Armada is at sea with an army of 10,000 men, and Philip's friend, the Duke of Parma, has 15,000 men on the French coast. And our forces defend the mouth of the Thames at Tilbury with, what happened, 4,000 men? 3,000. Possibly. Quelques années plus tard, après une victoire terrestre à Newport en 1600, la flotte néerlandaise porte un nouveau coup dur à la marine d'Espagne lors de la bataille de Gibraltar. Finalement, Philippe II cède à sa fille Isabelle d'Autriche les Pays-Bas, mais à sa mort sans descendance, ses territoires reviennent à la couronne d'Espagne. Mais surtout, avec la mort de Philippe II en Espagne et d'Élisabeth en Angleterre, arrivent deux souverains qui signent la paix entre ces deux nations. Également exténués par la guerre, Espagnols et Néerlandais signent en 1609 une trêve de 12 ans. Alors attention, important, en 1602, les Provinces-Unies avaient fondé la Compagnie des Indes orientales, la première compagnie par action de l'histoire, qui procède donc à une énorme levée de fonds. Apparaît donc ici la première bourse d'actions au monde. Et après les actions, on voit également l'arrivée des contrats à terme et une bourse physique est créée en 1611. L'année suivante, on compte déjà 300 agents. En 1609 était également créée la Banque d'Amsterdam, qui émettra une monnaie stable basée sur des contreparties dans ses coffres. Elle deviendra également un organisme de crédit. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'entre 1600 et 1610 naît à Amsterdam le modèle capitaliste qui finira par s'imposer dans toute la planète. D'ailleurs, le sociologue Max Weber verra dans la Réforme protestante l'origine du développement du capitalisme. Donc pour en revenir à la Compagnie des Indes orientales, qui est décrite comme la première multinationale de l'histoire, elle sera le pilier de l'impérialisme et du capitalisme de ces Provinces-Unies. Cette compagnie fondera pour les Pays-Bas des comptoirs à travers le monde. En 2 siècles d'existence, elle arme 4700 navires et emploiera jusqu'à 150 000 personnes. Donc pour donner quelques exemples, est fondée en 1619 Batavia, qui deviendra Jakarta, ou encore Le Cap en Afrique du Sud en 1652. Les Hollandais obtiennent même des Japonais une petite île au large de Nagasaki et le monopole de leur commerce au détriment des Portugais. Car les Néerlandais entrent alors en concurrence avec les Portugais pour le monopole des routes commerciales. Les guerres néerlando-portugaises seront donc une suite de conflits navals entre ces deux nations qui dureront de 1601 à 1661. Les Néerlandais leur prendront même la côte nord du Brésil, qui sera la Nouvelle-Hollande jusqu'en 1654, et l'île de Ceylan, que vous connaissez aujourd'hui comme Sri Lanka. J'en reviens donc à cette trêve de 12 ans. Alors curieusement, alors que les Néerlandais sont en paix et qu'ils fondent sans savoir les piliers du capitalisme mondial moderne, ils vont se déchirer sur la question théologique de la prédestination. Donc d'un côté, on a les partisans d'Hugo Grotius qui défendent que le salut dépend de Dieu, en fait que vous êtes prédestinés à la naissance, ils sont donc sur une ligne calviniste intransigeante, alors que les partisans d'Arminius défendent le libre arbitre, donc plus proche de la doctrine catholique romaine. Alors aujourd'hui, tout le monde s'en foutrait royalement. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Mais à cette époque, les Provinces-Unies sont au bord de la guerre civile sur cette question. D'ailleurs, finalement, les troupes de Maurice de Nassau, soutenues par les États généraux des Pays-Bas, marchent sur la province de Hollande, principal bastion des partisans de Grotius. Le grand pensionnaire de Hollande, Johan von Oldenbarnevelt, qui avait fondé la Compagnie des Indes orientales, est alors exécuté. En fait, c'est pas que les États généraux soutenaient la doctrine d'Arminius. En fait, ils soutenaient plutôt une certaine tolérance vis-à-vis des dogmes face à la ligne calviniste intransigeante des partisans de Grotius. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence! En fait, à partir de maintenant, les luttes internes auront lieu entre les orangistes, donc partisans d'une république militaire dirigée par un statutaire général de la Maison d'Orange, et les républicains qui préfèrent un gouvernement d'un grand pensionnaire, une sorte de président.
Finalement, la guerre reprend avec l'Espagne en 1621, dans le cadre de la guerre de 30 ans, dans laquelle protestants et catholiques se livrent une lutte à mort dans l'Empire germanique. Évidemment, les Provinces-Unies soutiennent les princes protestants, alors que l'Espagne appuie les forces catholiques. Cette guerre tuera près de 30% de la population de l'Empire germanique. Au cours de cette nouvelle guerre hispano-néerlandaise a lieu la célèbre reddition de Breda face aux troupes espagnoles en 1625, immortalisée par la célèbre peinture de Velázquez que vous pouvez voir aujourd'hui au musée du Prado à Madrid. La même année, Frédéric-Henri d'Orange-Nassau succède à Maurice et réussira à récupérer Breda. En 1634 et 1636, les Provinces-Unies, ou plus concrètement cette Compagnie des Indes orientales, prennent des îles des Caraïbes aux Espagnols. D'ailleurs, les îles d'Aruba et de Curaçao sont toujours néerlandaises aujourd'hui, avec un statut spécial d'autonomie. En 1639, l'Espagne envoie une nouvelle armada, détruite par le célèbre amiral Martin Tromp à la bataille de Downs. Exténués par cette guerre de 30 ans sont signés en 1648 les traités de paix de Westphalie, mais surtout le traité de Münster dans lequel l'Espagne reconnaît enfin, et après une guerre de 80 ans, l'indépendance des Provinces-Unies. Après Frédéric-Henri vient son fils Guillaume II, qui cherche à imposer son autorité sur toutes les Provinces-Unies. Il entre alors en conflit avec la province de Hollande, mais décède brutalement en 1650. Son successeur est un nouveau-né, le futur Guillaume III, mais le nouvel homme fort des Provinces-Unies, Johan de Witt, fait voter l'acte d'exclusion, qui écarte les princes d'Orange. Les Provinces-Unies entrent alors dans un système républicain pur qui instaure, d'après de Witt très influencé par le philosophe Spinoza, la vraie liberté. Sur le plan artistique, ce XVIIe siècle est un véritable âge d'or néerlandais. Alors que les Provinces-Unies deviennent la première puissance commerciale, que le PIB par habitant écrase tous ses voisins, et que le taux d'alphabétisation y est le plus élevé au monde, le pays connaît également une incroyable production artistique dont les ambassadeurs les plus connus sont Rembrandt, Vermeer ou encore Hals. D'ailleurs, le peintre Frans Hals réalise même un portrait de Descartes. En fait, Descartes louait cette tolérance néerlandaise et il passera la majeure partie de sa vie. Cet âge d'or néerlandais et cette tolérance sont à l'origine de l'arrivée de nombreux juifs, notamment à Amsterdam, et plus tard des huguenots français. Alors concernant cette tolérance, en fait les Provinces-Unies sont tolérantes dans le sens où les débats théologiques ou philosophiques y sont ouverts. Ce n'est pas la tolérance telle qu'on l'entend aujourd'hui. La morale calviniste y est très dure, le noir de vigueur, la coquetterie condamnée, l'homosexualité punie de mort et le mariage entre juifs et chrétiens y sont interdits. D'ailleurs, avant leur départ pour l'Amérique, les fameux puritains anglais du Mayflower vécurent une année dans ces Provinces-Unies. Alors avant de continuer, j'ouvre une nouvelle parenthèse. En 1625, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales avait fondé la Nouvelle-Amsterdam. Nouvelle-Amsterdam, que vous connaissez aujourd'hui comme New York, dans la Nouvelle-Néerlande. Cette Compagnie des Indes occidentales participera d'ailleurs largement à la traite négrière. D'ailleurs, les Hollandais ont inventé le capitalisme, oui, mais également les crises qui vont avec. Face à l'augmentation des prix des bulbes de tulipes, a lieu un véritable engouement général qui entraîna l'augmentation démesurée, puis l'effondrement des cours. Les Hollandais offrent donc au monde la première bulle spéculative de l'histoire. Donc on en revient à la fin de cette guerre de 30 ans et la France et l'Angleterre se réveillent sur la question commerciale. Ils sont pas un peu en train de prendre la confiance là avec leurs bateaux? Ouais, t'as raison, je pense qu'il faut qu'on les remette à leur place. En 1651, les Anglais promulguent la Navigation Act, une mesure protectionniste qui réserve l'importation vers ces territoires aux seuls navires anglais. Et c'est un coup très dur pour les Provinces-Unies. Anglais et Néerlandais entrent alors dans une spirale qui les conduira à plusieurs guerres navales, en fait surtout pour des raisons commerciales, et au cours desquelles se distingueront le grand pensionnaire de Hollande, Johan de Witt, dont je vous ai déjà parlé, ou encore l'amiral Michel de Ruyter. De heer Johan de Witt. Mijn vader werd ooit gevangen gezet op slot Loevestein omdat hij het niet eens kon worden met de prinsgezinde.
Zo heb ik ervaren hoe het is om te leven in een land waarin men niet mag denken wat men wil. Is dat een land waarin u wilt leven? Ik niet. En ik denk u ook niet. Dus laat mij u een vraag stellen. We leven in een land van kooplui. We varen met een vloot van 20.000 schepen over de wereldzeeën om overal zaken te kunnen doen. En in de handel werken we als Nederlanders allemaal samen. Om een goede prijs te bedingen, om elkaar te helpen in nood. En wat denkt u? Heeft dat gewerkt of niet? Ja. Ik zie dat sommige afgevaardigden nauwelijks meer in de bankjes passen. En dan vraag ik u, als u in de Oost of in de West zaken doet, doet u dat dan als prinsgezinde of als staatsgezinde? Nee. En waarom denkt u dat de Engelsen onze aanvoerroutes blokkeren? En onze handel proberen stil te leggen? Is dat omdat u prinsgezind bent of staatsgezind bent? Nee. De Engelsen willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Want in de ogen van de grote koninkrijk is ons kleine landje te rijk, te succesvol en te vrij. Want we zijn ook nog eens een republiek. Waarin het eenieder vrij staat om te leven zoals men wil. Het is een land waar we zelf uitmaken hoe we God aanbidden. Waar geen enkele leider belangrijker is dan het land zelf. De Engelsen gunnen ons die vrijheid niet. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Dat is het. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom, en ik vraag het u. Heeft niet ieder van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed. Dat was ons bloed. Dit is ons land. Het is een land dat we zelf op het water hebben veroverd. Après la Seconde Guerre, les Néerlandais cèdent la Nouvelle-Amsterdam aux Anglais, qui deviendra New York. Et cette maison est un des seuls vestiges de l'époque néerlandaise à New York. Alors comme vous savez, j'aime les anecdotes et j'en ai deux belles. Quand les Anglais prennent la Nouvelle-Amsterdam, il y a une rue qui s'appelle la Walstraat. Wal, car de nombreux Wallons y résidaient. Les Anglais crurent lire dans ce Wal leur wall, d'autant qu'il y avait un mur dans la rue. Et cette rue fut donc rebaptisée Wall Street. Alors, autre anecdote, beaucoup d'habitants de cette Nouvelle-Amsterdam, donc devenue New York, étaient néerlandais. Et les prénoms de Jan et celui de Kees y étaient très répandus. Jan Kees devient donc un terme pour désigner les New-Yorkais, puis les Américains du Nord, et finalement aujourd'hui tous les Américains. Et pour en finir avec les anecdotes, Martin von Buren, le 8e président américain, sera issu de cette communauté néerlandaise d'origine. Il est d'ailleurs le seul président américain à ne pas avoir eu l'anglais comme langue maternelle, mais le néerlandais. Donc j'en reviens aux Provinces-Unies. À l'Angleterre se joint la France qui devient une superpuissance militaire sous Louis XIV et qui cherche à étendre les frontières de la France sur le Rhin. Et problème pour les Néerlandais, le ministre de Louis XIV, Colbert, mène également une politique protectionniste. La guerre éclate alors entre les deux nations en 1672 et le peuple demande le retour du prince d'Orange, Guillaume III, fils de Guillaume II. En 1673, un certain D'Artagnan perd la vie au cours du siège de Maastricht. Les Provinces-Unies seront finalement vaincues et la paix sera signée à Nimègue. Johan de Witt, vous vous souvenez? Voici comment il termine. D'ailleurs, les Provinces-Unies avaient fait la paix avec les Anglais dès 1674. Et dans cet accord, les Anglais reconnurent la souveraineté des Provinces-Unies sur le Suriname, que les Néerlandais avaient envahi en 1667.
J'en reviens à notre Guillaume III d'Orange qui épouse en 1677 la fille du futur roi d'Angleterre, Jacques II. Et quel est le problème de ce Jacques II, roi d'Angleterre? Il est catholique. Il doit faire face à une révolte connue comme la Glorieuse Révolution. Guillaume lève alors une armée et débarque en Angleterre. Guillaume et Marie, donc la fille du roi déchu, reçoivent du Parlement anglais la couronne d'Angleterre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Guillaume III, naît en Angleterre la monarchie parlementaire. Donc on assiste à la naissance de la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. D'ailleurs, ce modèle parlementaire britannique sera admiré par de nombreux révolutionnaires français. Sur le plan militaire, une nouvelle agression de Louis XIV contre le Saint-Empire en 1688 pousse les Provinces-Unies à déclarer la guerre à la France. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. On entre donc dans le XVIIIe siècle et les Provinces-Unies se sont largement faites dépasser par ces deux nouvelles puissances que sont la France et l'Angleterre. Dès 1701 éclate la guerre de succession d'Espagne, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une guerre européenne. En fait, ce que vous devez retenir de cette guerre, c'est que les Pays-Bas espagnols passent à la Maison d'Autriche. Donc l'actuelle Belgique devient les Pays-Bas autrichiens. Au cours de cette guerre, les Provinces-Unies ont soutenu les Habsbourg d'Autriche face à la France des Bourbons et de Louis XIV. Et l'armée néerlandaise a payé un lourd tribut lors des batailles d'Audenarde, de Malplaquet ou encore de Denain. D'ailleurs, la paix de cette guerre de succession d'Espagne est signée à Utrecht, dans les Provinces-Unies. Et même si Amsterdam conserve sa place de centre financier international, le XVIIIe siècle marque définitivement le passage de ces Provinces-Unies au rang de puissance de second rang. Et la mort de Guillaume III sans descendance provoque la seconde période sans statuteur. Par les jeux d'alliance, les Provinces-Unies se retrouvent engagées dans la guerre de succession d'Autriche, qui, comme son nom ne l'indique pas, est également une guerre européenne. Humilié militairement, le peuple réclame alors le retour des princes de la Maison d'Orange, ce qui est chose faite et Guillaume IV devient statuteur de toutes les Provinces-Unies. En 1762 est fondée une banque, la Hope & Company, qui deviendra la première banque à se spécialiser dans les emprunts d'État. Lorsque les 13 colonies américaines se soulèvent contre Londres, les rebelles américains reçoivent l'aide militaire de la France et de l'Espagne, oui, mais également le soutien financier des Provinces-Unies. Le futur président américain John Adams se déplace en personne pour demander l'appui financier des Néerlandais. Le problème, c'est que cet appui coûtera aux Provinces-Unies une 4e guerre anglo-néerlandaise. If ever there was a natural alliance, surely it is between the republics of the Netherlands and the United States. The Dutch first gave asylum to the Pilgrims. New York and New Jersey were first settled by your countrymen. May I remind you that the Netherlands were a republic long before America was even an idea? Indeed, sir. If I may, America and Holland are so close in history, in religion, in government, that any Dutchman instructed in the subject must pronounce the American Revolution just and necessary. Or pass censure on the greatest actions of his immortal ancestors. How much money do you seek, Mr. Adams? An initial loan of $10 million. Een bescheiden verzoek. Et comme en France, s'est diffusé au travers du siècle les idées des Lumières. Dès 1780 éclate la Révolution batave. Et en 1785, Guillaume V est contraint de fuir la province de Land qui tombe aux mains des patriotes, comme se font appeler les révolutionnaires. Mais la révolution est matée par l'intervention de l'armée prussienne en septembre 1787, qui rétablit le statut d'heure dans ses pouvoirs. En 1789 éclate la Révolution française, et en 1792, la République des Provinces-Unies se place du côté de la première coalition contre la France révolutionnaire. Et après l'échec de Dumouriez et la défaite de Neerwinden en 1793, les troupes du général Pichegru envahissent les Provinces-Unies fin 1794. Le statut d'heure fuit. Les patriotes des 7 Provinces-Unies se soulèvent à nouveau le 3 février 1795, et la République batave est proclamée. On a donc ici une république sœur qui devient une alliée de la France. Une alliée de la France avec la présence d'un important corps expéditionnaire français et un lourd tribut en hommes pour appuyer les guerres révolutionnaires. L'histoire politique de cette république est aussi dense que celle de la Révolution française, et assez similaire en fait, avec des coups d'État et des luttes de factions. Donc je ne peux pas vraiment entrer dans le détail, je devrais y dédier une autre vidéo. En 1799 et dans le cadre de la seconde coalition, les troupes anglo-russes débarquent en territoire batave et espèrent rallier à leur cause les partisans de Guillaume V. Mais cette opération se solde par un échec.
Et face à l'instabilité régnante et à l'anarchie politique, Napoléon place à la tête de la République batave un patriote hollandais, Rutger Jan Schimmelpenninck, qui instaure en fait une dictature. Finalement, insatisfait du soutien batave dans le cadre de sa guerre totale européenne, il crée le Royaume de Hollande et place à la tête son frère Louis qui devient roi. Problème pour Napoléon, son frère se met à défendre les intérêts néerlandais. Louis, en fait je crois que t'as pas trop bien compris le principe, il faut que tu fasses ce que je te dis. Non, je suis roi de Hollande, je veux défendre les intérêts de la Hollande. Louis, tu rentres à Paris. Donc finalement, Napoléon destitue son frère et les territoires néerlandais deviennent carrément des départements français. Et c'est Charles-François Lebrun qui fut le consul avec Napoléon lors du premier consulat qui sera chargé d'organiser cette annexion. A noter que cette domination française permettra de nombreuses réformes, comme partout en Europe. Donc comme vous le savez, le régime napoléonien s'effondre et le fils de Guillaume V est proclamé Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. Et pourquoi pas Guillaume VI? Car on ne parle plus d'un statuteur, mais bien d'un roi. Et il y a mieux pour Guillaume Ier. Le congrès de Vienne de 1815 qui redessine l'Europe lui est extrêmement favorable. Il gagne les Pays-Bas autrichiens, donc la future Belgique, et il devient même grand-duc du Luxembourg. D'ailleurs, les souverains néerlandais seront grand-ducs du Luxembourg jusqu'en 1890. En fait, les Anglais voulaient créer un État fort face à la France, et les Autrichiens acceptent de céder leurs Pays-Bas autrichiens en échange de la Vénétie. Les Anglais gardent cependant leur conquête du Cap en Afrique du Sud et de l'île de Ceylan, le Sri Lanka actuel que les Pays-Bas ne récupèrent donc pas. Mais ils gardent les Indes néerlandaises, donc l'Indonésie. Le problème est que les immenses pouvoirs que lui donne la Constitution et la politique autocratique et anticléricale de Guillaume Ier provoquent l'hostilité des provinces belges. Et malgré la mise en place de 2 capitales, Amsterdam et Bruxelles, éclate en 1830 la Révolution belge. Et la peur d'une annexion française pousse l'Angleterre à soutenir les Belges. Finalement, Français et Anglais se mettent d'accord pour qu'un prince allemand, Léopold Ier, devienne roi des Belges. Cette révolution débouche sur une guerre entre la Belgique et les Pays-Bas, qui durera 3 ans, et sera perdue par les Pays-Bas, notamment du fait du soutien militaire français à la Belgique. Il faudra attendre le traité de Londres de 1839 pour que Guillaume Ier reconnaisse l'indépendance belge. Vaincu et contesté, Guillaume Ier abdique en 1840. Mais pourquoi? À cause de la défaite militaire? Non, pour pouvoir épouser une jeune dame. Il suffit de leur donner un roi. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont filé un pays entier avec les... Guillaume II, héros de la bataille de Waterloo et même blessé sur place, arrive sur le trône et l'homme fort du pouvoir néerlandais pour les 30 prochaines années devient le libéral Johannes Thorbecke, qui est vu comme le plus grand homme d'État néerlandais du XIXe siècle. Et alors que le roi est au bord de la mort et qu'il connaît l'orientation très conservatrice de son fils, il charge ce Thorbecke de rédiger une nouvelle constitution plus libérale et qui est par ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui. Donc évidemment, avec cette nouvelle constitution, on entre dans le jeu des partis. Et Guillaume III, qui règne jusqu'en 1890, aura une quinzaine de présidents du Conseil différents. Pour que cette vidéo ne s'éternise pas, je ne peux pas rentrer dans le détail du jeu politique de l'époque. Concernant l'industrialisation qui se propage en Europe, il faut savoir que, curieusement, les Pays-Bas sont en 1850 l'un des pays les plus retardataires d'Europe, et que la grande question politique qui domine le pays jusqu'à la fin du siècle sera celle de la question scolaire et la place de l'enseignement religieux. Cette question pousse alors la minorité catholique, qui soutenait jusqu'alors les libéraux, car ceux-ci étaient plus tolérants vis-à-vis des minorités, dans les bras de leur ennemi d'hier, les protestants, ce qui permet l'union des mouvements confessionnels contre les libéraux. Entre 1873 et 1904, les Néerlandais terminent la conquête des Indes néerlandaises, donc la future Indonésie. Petite anecdote, vous savez que j'aime ça. En 1891 est fondée la compagnie Philips par les frères Gerhard et Anton Philips, qui sont des petits cousins de Karl Marx. Sur le plan artistique, comment ne pas évoquer Vincent van Gogh, qui se suicide en France à l'âge de 37 ans. La mort de Guillaume III voit l'arrivée de sa fille Wilhelmine qui fera face aux 2 guerres mondiales. Sur le plan politique, la figure qui se distingue le plus est celle d'Abraham Kuyper,
qui fonde le parti anti-révolutionnaire. Et oui, c'est son nom. Certains slogans de Kuiper sont « Non pas la liberté, mais la croix » ou encore « Contre la révolution, l'évangile ». Son parti donnera 7 premiers ministres jusqu'en 1973. Sur le plan international, la neutralité néerlandaise leur permet de ne pas prendre part à la Première Guerre mondiale, mais l'asile accordé au Kaiser heurte les Alliés, ce qui n'empêche pas la Cour internationale de justice de s'installer à La Haye en 1922. Et après le suffrage universel masculin finalement pleinement atteint en 1917, les Pays-Bas accordent le droit de vote aux femmes en 1919. À gauche, face aux libéraux et aux partis confessionnels, socialistes et communistes n'auront pas le succès attendu. Les meilleurs résultats des socialistes seront atteints en 1929 avec 23,9% des voix. Les Pays-Bas auront également un parti nazi qui ne dépassera jamais 4% des voix aux élections nationales. Et contrairement à la Première Guerre mondiale, la politique de neutralité néerlandaise n'empêche pas l'invasion de l'Allemagne nazie le 10 mai 1940. Après le terrible bombardement de Rotterdam le 15, le général Winkelmann, chef de l'armée néerlandaise, rend les armes le 16. La reine Wilhelmine et le gouvernement d'Hendrikus Collinch prennent alors le chemin de Londres. Plus de 100 000 juifs disparaissent pendant l'occupation, et Anne Frank immortalise cette période dans son célèbre journal. Pour vous donner un ordre d'idée, la résistance atteint 45 000 Néerlandais, contre 25 000 qui partent sur le front de l'Est combattre pour l'Allemagne. Le Reichscommissaire des Pays-Bas, Arthur Sayes-Inquart, sera parmi les condamnés du procès de Nuremberg, et sera exécuté. Dans les Indes néerlandaises, Java capitule face aux Japonais le 6 mars 1942. Problème pour les Pays-Bas. Après la capitulation des Japonais en 1945 et avant leur départ, les Nippons créent un comité pour la préparation de l'indépendance, où siège un certain Sukarno. Le 17 août 1945, les Indonésiens proclament leur indépendance, et s'ensuit alors une guerre avec la métropole néerlandaise qui va durer jusqu'en 1949. Donc j'en reviens à l'après-guerre aux Pays-Bas. Contre toute attente et contrairement à la France ou à l'Angleterre où s'impose la gauche, les partis confessionnels sont majoritaires lors de la première élection de 1946. Toujours en 1946, la reine Juliana succède à la reine Wilhelmine et cette même année voit l'arrivée au pouvoir du travailliste modéré Willem Drees, grâce à une alliance avec les catholiques. En fait, Drees mettra fin à la traditionnelle politique de neutralité néerlandaise et fera participer son pays à la fondation de la future OCDE, de l'OTAN ou encore à la création de la Communauté économique européenne en 1957. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître pour les Pays-Bas, du moins l'image qu'on s'en fait aujourd'hui, la vitalité des églises chrétiennes était considérable et le pays avait le plus fort pourcentage de prêtres par habitant d'Europe occidentale. Mais tout allait basculer dans les années 60, avec l'arrivée à l'âge adulte de la génération du baby-boom. Ces années 60 voient l'émergence du mouvement Provo, un groupe contestataire et libertaire se réclamant écologique, anti-monarchiste et anti-impérialiste. Le couronnement de la reine Béatrix sera d'ailleurs marqué par d'importantes émeutes. On assiste également à la désertion des églises et les partis confessionnels perdent pour la première fois depuis 1917 la majorité en 1967. Et impensable encore 50 ans auparavant, les partis confessionnels protestants et catholiques finissent par fusionner pour créer l'Appel chrétien démocrate en 1973. En fait, le paysage politique hollandais sera dominé des années 1970 aux années 2020 par 3 partis. La droite de l'Appel chrétien démocrate, le Parti travailliste et les libéraux du VVD. Le gouvernement du travailliste Joop den Uyl voit l'indépendance du Suriname et la légalisation des drogues douces avec l'apparition des fameux coffee shops d'Amsterdam. Plus tard, le gouvernement de Wim Kok sera le premier au monde à légaliser le mariage homosexuel. Les Pays-Bas reçoivent depuis près de 50 ans de nombreux immigrants, du Suriname, mais également du Maroc ou de la Turquie, et des mouvements hostiles à l'immigration voient le jour. Le 6 mai 2002, Pim Fortuyn, qui avait obtenu 33% des voix aux élections de Rotterdam, est assassiné par un militant d'extrême gauche qui voulait, je cite, l'empêcher d'exploiter les musulmans comme bouc émissaire. 2 ans plus tard, un Néerlandais d'origine marocaine assassine le réalisateur Theo van Gogh. En fait, Theo van Gogh avait réalisé un court-métrage hostile à l'islam intitulé Soumission. En 2005, les Néerlandais rejettent par référendum le projet de constitution européenne.
l'Europe maintenant et le choc de cette nuit, même s'il était attendu, c'est la victoire du non aux Pays-Bas, non à l'Europe, à une écrasante majorité, près de 62% des voix. 61% de non. Parmi quelques curiosités de la vie politique néerlandaise, on en a une qui est vraiment très dure, celle d'un parti qui milite pour l'abaissement à 12 ans de la majorité sexuelle, la légalisation de la zoophilie ou encore la fin du mariage. Autre curiosité politique, le parti politique réformé obtient entre 2 et 3 sièges aux élections depuis les années 20. Pour le SGP, les mots de la Bible doivent être pris au pied de la lettre, et son objectif est l'instauration d'une théocratie chrétienne. Il a fallu attendre l'année 2006 pour que des femmes puissent être membres du parti. Le SPG obtient même de très bons résultats dans une zone connue comme la ceinture de la Bible. En 2013, après l'abdication de sa mère, Guillaume Alexandre devient roi des Pays-Bas. Et en 2023, après 13 ans du gouvernement du libéral Mark Rutte, la liste anti-islam de Geert Wilders remporte les élections. L'année suivante, l'ancien Premier ministre Dries Van Acht, alors âgé de 93 ans, se fait euthanasier avec sa femme. Alors voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Pensez à suivre la chaîne si vous voulez. Vous pouvez également suivre mes pages d'histoire sur Facebook et Instagram, passionné d'histoire. On se voit pour ma prochaine vidéo.